Au Sahel, une région souvent résumée à la guerre, un pays enclavé où près de 40% de la population active est au chômage pari soudain sur un train. Dans ce décor d'attentats récurrents et de sanctions économiques, un projet ferroviaire présenté comme capable de doper l'économie d'environ 10% bouscule les équilibres établis. Au centre de ce pari, Ibrahim Traoré apparaît comme le capitaine qui veut arracher le Burkina Faso aux vieux rails coloniaux. Mais jusqu'où une simple ligne de chemin de fer peut-elle vraiment déplacer le destin d'un État et d'une région entière? La promesse du projet ferroviaire ne tient pas seulement à l'infrastructure, mais à ce qu'elle pourrait transformer dans la vie d'un pays longtemps soumis aux routes coûteuses et aux arbitrages imposés depuis l'extérieur. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre comment une ligne de train censée réduire de 20 à 25% les coûts logistiques pourrait, à elle seule, changer la marge des agriculteurs, l'accès au marché et le poids géopolitique d'un État enclavé. En même temps, le risque demeure considérable. Sanctions, isolement diplomatique, fragilité financière et capacité de maintenance encore incertaine. Une interrogation s'impose alors, presque comme un fil rouge. Que vaut réellement un pari d'infrastructure lorsqu'un pays doit le soutenir sous pression internationale et au milieu des fractures internes? Cette tension entre opportunité et vulnérabilité donne à ce projet une portée qui dépasse largement ses rails. Un fait frappe d'emblée, en moins d'un an, plus de 15 000 travailleurs ont été mobilisés sur un chantier lancé dans un pays où près de 40% de la main-d'œuvre reste sans emploi stable. Autre donnée révélatrice. Les premières projections indiquent qu'une fois opérationnelle, la ligne pourrait générer un gain économique avoisinant 10% sur les 5 premières années, un chiffre inhabituel pour une économie enclavée comme celle du Burkina Faso. Dans ce décor chahuté, la révélation initiale réside dans la vitesse à laquelle le projet a dépassé son statut d'infrastructure pour devenir un symbole politique. Dès son annonce, l'entreprise ferroviaire a replacé le pays dans un récit qui le dépasse, celui d'une nation longtemps corsetée par des réseaux hérités de la période coloniale, conçus pour extraire les ressources plutôt que pour relier les populations entre elles. L'enclave sahélienne s'est ainsi retrouvée au cœur d'un bras de fer avec des partenaires qui, depuis des décennies, déterminaient les conditions de son développement. L'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir a accéléré ce basculement. En choisissant d'élargir le périmètre du projet malgré les sanctions financières, il a donné au chemin de fer une dimension de rupture, celle d'un pays décidé à tracer un itinéraire qui ne correspond plus aux schémas établis depuis l'extérieur. Dans cette dynamique, chaque tronçon en construction fonctionne presque comme un acte de souveraineté matérialisé. Et au fil des mois, le projet est devenu un prisme par lequel se lisent les tensions régionales, méfiance d'anciennes puissances, intérêt croissant du Mali et du Niger, et multiplication de signaux diplomatiques contradictoires qui font du rail l'un des points de friction les plus inattendus du Sahel contemporain. Dans les villages où passent les premiers repérages, le projet ferroviaire se traduit déjà par des changements que nul discours politique ne suffisait à provoquer. De jeunes ouvriers, formés en quelques semaines à la pose de rails ou au maniement de machines qu'ils n'avaient jamais approchées, découvrent une filière qui jusque-là paraissait réservée aux grandes capitales africaines. Plus loin, dans une petite commune commerçante, l'annonce d'une future gare a poussé les autorités locales à réorganiser le marché, anticipant l'arrivée de nouveaux flux de marchandises et de voyageurs. À travers ces scènes, un personnage collectif se dessine, celui des populations locales qui, sans attendre la fin du chantier, ajustent leur quotidien à ce qui pourrait devenir une artère essentielle du pays. Entre les débuts de formation technique, les premiers emplois stables et l'espoir d'un accès plus rapide aux services urbains, le rail induit peu à peu une nouvelle manière de se projeter dans l'avenir.
Et au cœur de cette transformation naissante, une question persiste, simple et lourde de conséquences. Si cette dynamique venait à s'interrompre, quel serait le prix humain et social d'un tel arrêt brutal pour les communautés qui commencent à s'y accrocher? Tout commence par une décision rapide, presque abrupte, le maintien et l'amplification du projet ferroviaire, alors même que les caisses publiques sont sous tension et que les partenaires historiques du Burkina Faso multiplient les signaux d'agacement. Dans un contexte marqué par les attaques armées et la fragilité budgétaire, le choix de consacrer une partie importante des ressources nationales au rail agit comme un véritable déclencheur politique, car ce geste, porté par un exécutif encore jeune, s'affiche comme un refus net de revenir aux priorités dictées par l'extérieur depuis plusieurs décennies. L'annonce est brève, les arguments succincts, mais l'effet domino apparaît immédiatement. Les chancelleries s'agitent, les communiqués s'enchaînent, et les premières sanctions tombent presque aussi vite que les piliers de la voie en construction. Le deuxième mouvement, le climax, s'ouvre lorsque les partenaires européens, et particulièrement la France, renforcent officiellement la pression par des restrictions financières destinées à ralentir le chantier. La riposte diplomatique s'accompagne d'un discours narratif bien rodé: prudence, gouvernance, stabilité régionale. Pourtant, au même moment, les bulldozers poursuivent leur travail et les équipes techniques locales, maintenant mieux formées, accélèrent le rythme pour éviter que les blocages administratifs n'étouffent l'élan initial. La figure d'Ibrahim Traoré, souvent réduite à son image militaire, devient alors un point de focal sur les plateaux télévisés et dans les tribunes internationales. Il ne s'agit plus seulement de commenter un projet d'infrastructure, mais de déterminer si un État enclavé et contesté peut s'autoriser une stratégie d'émancipation logistique au cœur d'un espace soumis aux rivalités de puissance. Sur le terrain, l'escalade diplomatique trouve un écho inattendu. Plusieurs pays de la région, notamment le Mali et le Niger, commencent à considérer ouvertement l'idée d'un corridor ferroviaire commun. Ce n'est encore qu'un cadre conceptuel, discuté en coulisses, mais suffisant pour modifier la perception du projet. Là où certains voyaient un pari solitaire, d'autres discernent désormais un possible noyau d'intégration sahélienne, capable de réduire la dépendance aux routes contrôlées par les anciennes puissances coloniales. Ce simple glissement de perspective nourrit une tension nouvelle dans les discours internationaux, les uns y voyant un risque d'alignement géopolitique disruptif, les autres une fenêtre pour une recomposition régionale plus autonome. La réverbération du climax se matérialise ensuite par une série d'événements qui s'accumulent dans quelques semaines: hausse des prix de certaines importations, rumeurs persistantes de tentatives de sabotage sur les segments déjà préparés, critiques d'experts qui estiment le coût du projet sous-évalué, mais aussi afflux inattendu de volontaires cherchant du travail sur les chantiers. Les médias locaux rapportent une hausse du nombre de formations techniques liées au rail, tandis que les municipalités traversées par la future voie imaginent déjà de nouveaux plans d'urbanisation. La dynamique n'est donc pas linéaire, elle ondule entre optimisme local et inquiétude macroéconomique. Dans cette succession rapide de secousses, le projet finit par prendre une dimension presque organique. Il respire au rythme des annonces extérieures, s'épaissit à chaque réaction populaire, vacille sous le poids des sanctions, puis se redresse avec les résolutions régionales. Ce n'est plus seulement un chantier, c'est une ligne de fracture où se superposent aspirations nationales, jeux d'influences internationaux et redéfinition possible des équilibres sahéliens. Et derrière ce mouvement continu, une interrogation se prolonge. Jusqu'où ce pays pourra-t-il pousser son pari avant que les contraintes extérieures ne redessinent brutalement le trajet de ses propres rails? Pour comprendre la portée réelle du projet ferroviaire, il faut d'abord examiner les chiffres qui structurent le débat.
car il révèle ce que les discours politiques ou les tensions géopolitiques ne suffisent pas à expliciter. Le premier bloc concerne la croissance potentielle. Les études préliminaires, réalisées avant même la pose des premiers rails, suggèrent qu'un réseau opérationnel pourrait stimuler l'économie nationale d'environ 10% durant les 5 premières années. Ce pourcentage, élevé dans un pays enclavé aux infrastructures limitées, indique surtout la marge perdue depuis longtemps à cause de coûts logistiques disproportionnée. La logique derrière cette projection est simple: une meilleure fluidité augmente les volumes transportés, réduit le temps d'acheminement, améliore la compétitivité des exportations et abaisse le prix final pour les consommateurs. Autrement dit, ce chiffre de 10% n'est pas une promesse abstraite, mais la traduction économique d'un gain d'efficacité attendu dans un système déjà pénalisé par l'absence de réseau ferroviaire moderne. Le deuxième bloc touche à la main-d'œuvre. En moins d'un an, plus de 15 000 travailleurs ont été recrutés, un chiffre conséquent au regard d'un marché où près de 40% de la population active manque d'emplois stables. Ce volume n'incarne pas seulement une réponse conjoncturelle à la précarité. Il signale l'émergence d'un secteur professionnel que le pays n'avait pratiquement jamais développé à cette échelle. Les formations accélérées en génie civil, topographie, sécurité opérationnelle et logistique témoignent d'une volonté d'ancrer une expertise locale capable d'assurer, à terme, la maintenance des infrastructures sans dépendre entièrement d'équipes venues de l'étranger. Ce deuxième chiffre, souvent mentionné dans les rapports publics, éclaire le projet sous un angle social. Le chantier agit comme une fabrique de compétences et une rampe d'accès vers un marché du travail plus structuré dans plusieurs zones rurales. Le troisième bloc de données se situe du côté des coûts logistiques. Avant les travaux, le transport entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger affichait des tarifs supérieurs de 30 à 40% à ceux pratiqués dans les pays dotés de réseaux ferroviaires fonctionnels. Une telle différence explique pourquoi de nombreux producteurs locaux se retrouvaient pris au piège. Trop éloignés des marchés, dépendants de camions vulnérables à l'insécurité, soumis aux fluctuations du carburant, ils ne pouvaient absorber des coûts aussi élevés. Selon les estimations, l'entrée en service de la ligne permettrait une réduction de 20 à 25% de ses dépenses dans les 5 ans. Cette baisse, si elle se vérifie, redéfinirait le rapport coût-bénéfice pour les agriculteurs, transporteurs et petites entreprises, en élargissant les marges et en stimulant des circuits commerciaux jusque-là peu rentables. À côté de ces trois blocs chiffrés, un autre indicateur, moins visible mais essentiel, se retrouve dans la dimension environnementale. Le passage progressif d'un transport routier lourd à un mode ferroviaire plus efficace pourrait diminuer les émissions liées au secteur de 15 à 20% sur une décennie. Cette estimation n'est pas accessoire. Le Sahel figure parmi les régions les plus vulnérables aux effets combinés du réchauffement climatique, de la désertification et de la pression démographique. Ainsi, réduire l'empreinte carbone du transport est non seulement un objectif technique, mais aussi un élément de résilience territoriale. Pris ensemble, ces chiffres forment une matrice cohérente. Économie plus dynamique, main-d'œuvre plus qualifiée, coûts logistiques réduits et impact écologique mieux maîtrisé. Ils n'annulent pas les risques politiques ou financiers, mais ils montrent que le débat autour du rail s'appuie sur des fondations mesurables, capables d'éclairer les choix à venir. Pour défendre le projet ferroviaire dans sa version la plus solide, il faut d'abord considérer l'argumentaire de ceux qui y voient une chance historique pour un pays longtemps tenu à l'écart des grands échanges. Leur thèse se fonde sur un constat simple: l'absence de réseau ferroviaire moderne oblige le Burkina Faso à supporter des coûts logistiques parmi les plus élevés de la région.
En reliant les zones productives aux frontières, le rail créerait un corridor plus fiable, capable de contourner les routes saturées ou menacées par l'insécurité. À leurs yeux, le projet n'est donc pas un pari idéologique, mais un levier économique qui, en abaissant les coûts de transport de 20 à 25%, libérerait l'activité commerciale et offrirait enfin un outil adapté aux besoins locaux. Ils ajoutent que l'embauche de milliers de travailleurs, couplée à la formation technique, constitue l'esquisse d'un secteur industriel naissant susceptible de renforcer l'autonomie de compétences. Face à eux, les critiques formulent une thèse également structurée. Ils rappellent que le Burkina Faso agit dans un environnement diplomatique fragile, marqué par les sanctions économiques, ce qui pourrait compliquer la mobilisation de capitaux nécessaires au long terme. Il souligne qu'une partie des grands projets du continent ont échoué non pas lors de la construction, mais dans la phase de maintenance, faute d'un budget stable ou d'une gouvernance technique rigoureuse. Selon eux, le pays risque de s'endetter pour une infrastructure dont l'exploitation dépendra d'une sécurité territoriale encore précaire et d'une coopération régionale qui, pour l'instant, reste embryonnaire. Ils insistent, bâtir une ligne de chemin de fer est une chose, en garantir la viabilité 20 ans durant en est une autre. La réponse la plus équilibrée consiste à reconnaître la part de vérité dans les deux thèses. Le projet ferroviaire n'est ni une garantie de succès ni une marche vers l'échec. Sa valeur dépend entièrement de trois paramètres que les chiffres disponibles éclairent en partie: la capacité à maintenir la formation d'une main-d'œuvre locale, la faculté de réduire durablement les coûts de logistique et la possibilité de sécuriser un usage régional suffisant pour assurer des recettes stables. Autrement dit, la question n'est pas de savoir si le rail est une bonne idée dans l'absolu, mais si les institutions et les partenaires sauront accompagner l'infrastructure au rythme nécessaire pour qu'elle produise l'effet transformateur attendu. Une ligne peut basculer un ordre. Au milieu du récit, le projet ferroviaire cesse d'être une simple infrastructure pour devenir un point de rupture entre deux visions du Sahel. D'un côté, un système hérité, fait de routes coûteuses, de dépendances historiques et de mécanismes de sanctions qui dictaient encore largement les marges de manœuvre du Burkina Faso. De l'autre, l'émergence d'une logique nouvelle où plusieurs États sahéliens, notamment le Mali et le Niger, envisagent une coordination capable de desserrer l'étau logistique imposé depuis des décennies. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré apparaît comme plus qu'un chef d'État. Il devient le porteur d'un renversement symbolique. Le rail, autrefois instrument d'extraction coloniale, se mue en vecteur d'un possible recentrage régional. Cette inversion ne repose ni sur un discours grandiloquent, ni sur des promesses abstraites, Yarasset, mais sur une réalité. L'idée d'un corridor sahélien indépendant commence à circuler dans des cercles diplomatiques qui l'ignoraient encore quelques mois plus tôt. Ce midpoint révèle ainsi un basculement silencieux. Le projet n'est plus jugé uniquement à l'aune de son coût, mais à celle de son potentiel à reconfigurer les équilibres d'une région longtemps contrainte par des cadres imposés. Pour les populations rurales, les implications du projet ferroviaire se mesurent d'abord au niveau du panier quotidien. Dans les zones éloignées des grands axes routiers, le coût du transport gonfle depuis toujours le prix des biens essentiels. L'arrivée d'une ligne capable de réduire les frais logistiques de 20 à 25% ouvre la perspective d'une circulation plus régulière des marchandises et d'un accès facilité aux centres urbains. Les agriculteurs y voient la possibilité d'écouler leurs récoltes sans subir la pression des intermédiaires et des routes dangereuses. Dans certaines localités, les formations techniques liées au chantier craignent également d'un début de mobilité sociale, donnant aux jeunes l'occasion rare de se qualifier dans un domaine jusque-là hors de portée. Pour les entreprises locales, l'impact se lit davantage dans la structure des coûts.
Les petites industries, les coopératives agricoles et les transporteurs ont longtemps fonctionné avec des marges étouffées par l'instabilité des routes et la fluctuation du carburant. La perspective d'une infrastructure plus stable permet de repenser la gestion des stocks, d'étendre les lignes de distribution et de viser des marchés régionaux plutôt que strictement nationaux. Plusieurs municipalités traversées par la future voie commencent déjà à ajuster leur plan d'aménagement pour attirer ateliers, entrepôts et services logistiques. Pour ces acteurs économiques, le rail n'est pas un simple symbole. Il dessine un espace d'opportunité jusque-là inaccessible. Pour l'État, le projet agit comme un révélateur des capacités institutionnelles. Chaque avancée, chaque difficulté, attaque autour des chantiers, retard d'approvisionnement, sanctions financières, met à l'épreuve la cohésion administrative. À cet égard, la figure d'Ibrahim Traoré occupe une place centrale. Son choix de poursuivre le projet malgré un environnement diplomatique tendu engage directement la crédibilité du gouvernement. L'État doit non seulement défendre sa vision, mais aussi garantir la maintenance à long terme, sécuriser les tronçons sensibles et négocier avec les partenaires extérieurs. La ligne de chemin de fer devient ainsi un test de gouvernance autant qu'un levier économique. Pour la région sahélienne, le rail burkinabé ouvre un chapitre imprévu. Alors que le Mali et le Niger cherchent eux aussi à s'affranchir de dépendances logistiques héritées du passé, l'idée d'un corridor ferroviaire commun gagne du terrain. Une telle connexion pourrait fluidifier les échanges et réduire la vulnérabilité collective face aux pressions extérieures. Mais elle comporte aussi des défis. Aligner les réglementations, partager les coûts, sécuriser les frontières et maintenir un niveau de confiance politique souvent instable. Certains pays voisins y voient une chance de restructurer les circuits commerciaux régionaux. D'autres craignent que ce réalignement ne les place dans une position délicate vis-à-vis de leurs partenaires traditionnels. Au croisement de ces quatre groupes, le projet ferroviaire prend donc une forme hybride: infrastructure matérielle, outils économiques et espace de recomposition politique. Il modifie les anticipations individuelles, ouvre des perspectives professionnelles, bouscule des modèles commerciaux et réactive des débats sur la souveraineté. Qu'il réussisse ou qu'il bute sur les contraintes extérieures, personne, du paysan au chef d'État, ne sortira indemne des transformations qu'il a déjà mises en mouvement. Dans les mois à venir, l'évolution du projet ferroviaire pourrait prendre des directions nettement distinctes selon la manière dont le Burkina Faso négociera les pressions extérieures, la sécurité intérieure et la coordination régionale. Le scénario de base repose sur une avancée maîtrisée mais sans accélération spectaculaire. Les tronçons prioritaires continueraient d'être construits au rythme actuel, permettant les premiers mouvements d'essai ou de fret léger dans certaines zones. Les sanctions resteraient en vigueur, mais sans escalade majeure, laissant au gouvernement une marge pour maintenir les financements essentiels à la continuité du chantier. L'impact ressenti par les populations serait progressif: quelques emplois supplémentaires, une meilleure circulation locale des marchandises, mais encore loin d'un basculement économique global. Ce scénario conserve l'idée d'une transition lente, sensible aux aléas géopolitiques et budgétaires. Le scénario optimiste envisage une dynamique plus affirmée: la coopération accrue du Mali et du Niger, qui voient dans le rail un outil de souveraineté régionale, permettrait de consolider des accords techniques et douaniers susceptibles de donner une cohérence au futur corridor sahélien. Dans ce cadre, de nouveaux partenaires extérieurs, attirés par la perspective d'un axe logistique autonome en Afrique de l'Ouest, pourraient proposer assistance technique ou apport matériel. Une telle configuration réduirait les coûts de déploiement,
et renforcerait la confiance des communautés locales qui commenceraient à percevoir des changements tangibles dans l'accès au marché et aux services. Le projet gagnerait alors un statut de catalyseur régional, en dépit de la persistance de tensions politiques. Le scénario critique, quant à lui, s'appuie sur une aggravation des pressions internationales. Un durcissement des sanctions combiné à des difficultés d'approvisionnement ou à des actes de sabotage sur certaines sections ralentirait le chantier au point de le faire entrer dans une phase d'incertitude prolongée. Les coûts augmenteraient, la maintenance des infrastructures déjà posées deviendrait plus difficile, et l'État devrait arbitrer entre priorités sociales immédiates et poursuite d'un projet devenu trop onéreux. La confiance des populations locales, jusqu'ici portée par les emplois et les formations, s'éroderait, tandis que les entreprises hésiteraient à investir dans un corridor dont la viabilité resterait incertaine. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. La réalité pourrait osciller entre elles selon les évolutions diplomatiques et les ressources mobilisées. Mais chacune éclaire un aspect essentiel de la période à venir. La nécessité de concilier ambition régionale, stabilité intérieure et gestion précise d'une infrastructure dont le potentiel dépendra autant de la technique que des alliances qui la soutiennent. Pour un jeune du Sahel cherchant à bâtir une vie stable dans un environnement marqué par les pénuries, les déplacements difficiles et la rareté des opportunités, le projet ferroviaire du Burkina Faso ne ressemble pas à une abstraction technocratique. Il prend la forme très concrète d'un choix: rester dans une zone rurale en espérant l'arrivée d'emplois nouveaux ou devoir migrer vers une capitale déjà saturée. Les images du chantier circulent sur les téléphones, montrant des groupes d'ouvriers en formation, des segments de rails alignés sur des terres longtemps laissées en marge. Dans ces scènes quotidiennes, beaucoup voient l'esquisse d'une mobilité sociale qui ne dépend plus entièrement du hasard. Pour ceux vivant en diaspora, le rail évoque un enjeu différent, celui du rapport entre souveraineté et perception extérieure. Habitués à consulter les dépêches internationales et à suivre les débats autour du Sahel, ils observent comment un pays enclavé tente de renégocier sa place dans un système économique dont il ne faisait jusqu'ici qu'absorber les règles. Chaque avancée sur le chantier est interprétée comme un test. Le pays peut-il construire une infrastructure structurante malgré les sanctions, la pression diplomatique et les difficultés internes? Cette interrogation nourrit un attachement mêlé d'espoir et d'appréhension. Quant aux spectateurs extérieurs à la région, souvent exposés à une narration fragmentée du Sahel, violence, crise humanitaire, tensions politiques, le projet ferroviaire offre une perspective différente. Il rappelle que les trajectoires géopolitiques se dessinent aussi à travers des aménagements très concrets. Routes, ponts, lignes de train qui, une fois posées, reconfigurent durablement les échanges humains et économiques. À ce titre, comprendre ce projet revient à envisager le Sahel non comme un espace figé dans la crise, mais comme un territoire où des sociétés cherchent à reprendre l'initiative. En somme, la portée de cette infrastructure se mesure autant dans les chiffres que dans les regards qui se croisent autour d'elle, ceux des travailleurs, des familles, des observateurs et de tous ceux qui cherchent dans cette ligne de fer une manière d'imaginer un avenir moins contraint. Pour qu'une infrastructure de cette ampleur dépasse le stade des symboles, une stratégie lisible et séquencée s'impose. La première étape consiste à sécuriser les tronçons déjà posés. Dans un contexte où des actes de sabotage ont été signalés et où les tensions régionales restent vives, la protection des ouvrages devient une mission prioritaire. Cela implique un maillage de surveillance, la coordination entre forces locales et communautés riveraines, ainsi qu'un protocole clair pour répondre rapidement aux incidents. Sans cette assise, aucune ambition économique ne peut se matérialiser. La deuxième étape concerne la coopération régionale.
Le potentiel du rail repose en grande partie sur l'intégration progressive du Mali et du Niger, qui envisagent eux aussi de consolider leur propre corridor. Il s'agit donc d'établir des accords opérationnels, circulation des marchandises, droit de passage, harmonisation des normes, afin que la ligne ne devienne pas un axe isolé, mais la colonne vertébrale d'un espace sahélien plus cohérent. Cette coordination requiert une diplomatie précise capable de naviguer entre partenaires sceptiques et alliés émergents. La troisième étape touche à la formation technique. Le Burkina Faso ne pourra garantir la maintenance du réseau que s'il dispose d'un vivier continu de techniciens, d'ingénieurs et d'opérateurs qualifiés. Des écoles de terrain adossées au chantier devront évoluer vers des centres pérennes capables de fournir des compétences adaptées aux besoins futurs: signalisation, génie civil, logistique ferroviaire. Ces ressources humaines seront le socle d'une autonomie réelle. La quatrième étape tient à la transparence. Dans un climat de sanctions et de pressions extérieures, le gouvernement d'Ibrahim Traoré doit démontrer la capacité à gérer les ressources financières sans opacité, publier des audits réguliers, communiquer sur les coûts, expliquer les retards éventuels, autant de gestes qui consolideront la confiance des communautés et des partenaires alternatifs. Enfin, une cinquième étape s'impose: inscrire l'infrastructure dans la vie quotidienne. Stations de service, zones de stockage, marchés, formation professionnelle, chaque composante doit permettre aux populations de percevoir un bénéfice direct. Une ligne qui ne transforme pas la vie des riverains n'acquiert jamais la légitimité politique nécessaire à sa survie. Lorsque les premiers convois d'essai longeant les plaines poussiéreuses du Sahel, un écho ancien semble remonter avec le bruit du métal sur les rails. Autrefois, ces voies servaient surtout à emporter les richesses du territoire sans jamais en redistribuer les fruits. Aujourd'hui, la perspective s'inverse. Ce sont les communautés locales qui observent ces lignes naissantes comme la promesse d'un mouvement qui partirait enfin de chez elles, et non plus vers elles. Dans ce renversement symbolique, la figure d'Ibrahim Traoré occupe une place singulière. Son pari n'a pas seulement consisté à relancer un chantier, mais à tenter de réécrire la fonction même d'une infrastructure longtemps associée à la dépossession. Le motif du rail, répété d'un village à l'autre, devient alors une manière de raconter un pays qui s'efforce de reprendre l'initiative. À la tombée du jour, lorsque les équipes de chantier replient leurs outils, on devine dans le silence qui suit les contours d'une question plus vaste. Que restera-t-il de cette impulsion dans 10 ou 20 ans? Une certitude, pourtant, traverse ces interrogations. L'avenir d'un pays peut parfois tenir dans la décision de poser une ligne droite là où tout semblait condamné à l'immobilité. Au moment de refermer cette trajectoire, le projet ferroviaire du Burkina Faso invite moins à trancher qu'à réfléchir à la manière dont une nation peut redéfinir son rapport au monde. L'histoire de cette ligne n'est pas seulement celle d'un pays enclavé cherchant un souffle économique, c'est aussi celle d'une région qui tente de reconstruire ses marges d'action au milieu des pressions géopolitiques. Pour le spectateur, la question dépasse l'infrastructure elle-même. Que signifie soutenir, observer ou critiquer une initiative qui vise à déplacer les lignes d'un ordre établi depuis des décennies? Chaque avancée du chantier, chaque débat qui l'entoure rappelle que les choix d'aujourd'hui auront des répercussions durables sur la manière dont les États sahéliens coopéreront, commerceront et défendront leurs intérêts. Au lieu d'une conclusion fermée, ce projet offre donc une invitation, celle de rejoindre une conversation plus large sur l'autonomie, le développement et la justice économique. Et vous, que retenez-vous de cette tentative de transformation? Pensez-vous que de telles initiatives peuvent réellement remodeler l'avenir d'un pays et peut-être d'une région entière?